Bonjour à tout le monde. Muraho. C'est difficile de parler au nom de tous les rescapés parce que chacun a son histoire. Mais malheureusement, la plupart de nos histoires se ressemblent. Je vais essayer de résumer, mais c'est difficile de résumer ce qu'on a vécu en 100 jours. Pour certaines personnes, c'est 100 jours. Mais pour moi, personnellement, le génocide n'a pas commencé le 7. C'est étonnant, mais je viens de faire la connaissance de M. Ernest. Il me dit que c'était un ami de mon père, mais je le crois. Parce qu'il connaît même les détails les plus... que je pensais que ce n'est que ma famille qui le connaissait. Pour certaines personnes qui ont habité à Gikondo, c'est un des quartiers de Kigali, ils savent que c'était un quartier où rien n'était pardonnable, tout était permis. Être Tutsi dans ce quartier, c'était une insulte. On nous traitait comme des animaux. Je me rappelle quand j'avais 10 ans, à l'école primaire, c'était une école privée. Je crois que minimum 3 fois par an, on nous demandait de s'identifier. Mais s'identifier, ça ne veut pas dire qui nous sommes. Non, c'était dire si on était Tutsi ou autre. Mais mon père ne m'avait jamais dit si j'étais Tutsi. Il me disait souvent que j'étais Umutsowe Kazi. Je ne sais pas dire si Umutsowe, si on dit c'est des trucs. Des clans. Oui, c'est des clans. Il me disait souvent non, Umutsowe Kazi. Mais jamais il me disait que j'étais Tutsi. Il me disait, va à l'école, on va te regarder, on te dira qui tu es. Si on commence à dire qu'on ne sait pas, dites-le que tu es la fille de tel. Mais c'est au fur et à mesure, en grandissant, que j'ai compris qu'être Tutsi, je ne sais pas si c'était un défaut ou c'était une maladie, mais pour nous, c'était difficile à porter. Je crois que j'ai oublié de me présenter. Je m'appelle Oussana Monique. Mon père s'appelait Lucine Com. Il travaillait à l'ambassade des États-Unis. Et ma mère, c'est Niusi Jeanne. Elle travaillait aussi dans une société qui représentait certaines marques de voitures. Ça s'appelait Rwanda Motor. On était une famille de 5 enfants, 4 garçons, et j'étais la seule fille. Et comme je vous disais, le génocide n'a pas commencé pour nous le 7. C'est difficile de dire tous les détails parce que je n'ai pas assez de temps. Mais ce que je peux vous en dire, c'est que quand, en 88, nous, on avait des voisins, c'était des Hutus, mais c'était des Burundais. Pour vous dire que même des étrangers, ils se permettaient de nous insulter parce qu'on était seulement Tutsis. Mais ils nous insultaient sans raison. Mais la journée, devant tout le monde, ils disaient des espèces de Tutsis. Nous, on ne comprenait pas. Mais ma mère me disait non, ne répondez pas, sinon on risque des représailles. Et ça a continué, mais ça s'est aggravé vraiment fort en 1990. C'est là qu'on a commencé à avoir des fouilles régulièrement à la maison. Et parfois, les représentants, je dis les militaires des anciens gouvernements, ils venaient chez nous nous fouiller, mais ils fouillaient tellement, ils fouillaient même dans les sacs de riz, le sac des haricots. Apparemment, ils cherchaient Ignès. Mais pour nous, quand on était enfants, Ignès, on pensait que c'était des cafards, des animaux. Mais on ne pouvait pas imaginer qu'ils pouvaient chercher les... Pour nous, on dit maintenant Imotani. On cherchait dans les sacs et partout. Mais c'était leur façon de nous humilier. Mais ça n'a pas arrêté, ça s'est répété vraiment plusieurs fois. Jusqu'à un jour, ils sont venus, ils ont tabassé mon père. Mais vraiment, devant tout le monde, les gens de maison, en Afrique, souvent on dit les domestiques, les gens de maison, les voisins, Alisa, sale Tutsi, c'est pas ta place. Et là, mon père a pris la décision en se disant que s'il ne le faisait pas, en quelques jours, on risquait notre vie. Mon père a pris la décision de nous amener au Burundi. Là, c'était fin 90. On est parti avec ma mère et mes frères. Mais après quelques années, malheureusement, le Burundi aussi est devenu un pays... C'était pas un pays sécurisé. C'était pas encore bon à vivre.
Mon père a dit, bon, si c'est pour mourir, revenez au Rwanda. Et là, c'était début 94. On est revenu au Rwanda. Et mon père, pour lui, il pensait qu'il allait avoir le visa pour qu'on puisse partir aux États-Unis. Mais en attendant que tout soit organisé, malheureusement, là, il séjourne la nuit du 6 au 7 avril. Dans la chanson, on nous a dit, pour vous, quel est le dernier mot? Mais moi, je me rappelle même les premiers mots de son nuit du 6 au 7. Pour ceux qui ont la chance de connaître mon père, c'était un fêtard. Il profitait vraiment de la vie. Ce jour-là, je me rappelle, c'était la nuit, il est venu nous réveiller. C'était pendant les vacances de Pâques, et il y avait 3 cousines. Et il nous a dit, mes enfants, préparez-vous, priez, c'est fini. Mais attendre le mot prière sortant de la bouche de mon père, on n'a pas pris au sérieux. Nous, on se moquait. Normalement, dans ses habitudes, mon père, quand il nous réveillait, c'est quand il avait bu un verre de trop. C'est pour danser, pour s'amuser. Nous, on a regardé, ma mère, on dit, mais papa, tu es sérieux? Pourquoi on va prier? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as été piqué par quelle mouche? Ma mère nous a dit, mes enfants, là, il ne rigole pas, c'est vraiment sérieux, le président est mort. Mais nous, quand tu es enfant, on te dit, président est mort, il est mort, et quoi de plus? Et le lendemain, mais pendant la nuit, il y avait beaucoup de mouvements à l'extérieur, il y avait des bruits. Mais en se réveillant, on s'est rendu compte que c'est notre voisin qu'on l'avait déjà tué et qu'on avait déjà pillé tous ces objets de la maison et que même le cadavre de notre voisin, tout le monde le voyait, c'était dans la cour. C'est là vraiment qu'on a appris que les choses devenaient de plus en plus sérieuses. Et le voisin, qui était un ancien collègue de mon père, qui s'appelait Moussa, la plupart déjà le connaissent, c'est Anya Milambo, c'est Anya Kawanda. Parce qu'en fait, en revenant du Burundi, on n'a pas su retourner chez nous à Gikondo parce que c'était impossible. On a dû aller se loger chez un ami de mon père, qui était Anya Kawanda, qui nous a prêté sa maison. Et là, il est venu, a dit à papa, il a dit, Lucie, je suis désolée, mais... Comment dire en français? Amasaraya Anuagis. Votre heure est arrivée, pardon. Je ne peux pas vous protéger tous, mais je vais essayer de faire le maximum de moi-même parce que tu as été un ami. Et là qu'elle a dit, nous, on a entendu parce qu'on était tous au salon. Mais à Nyamirambo, Nyakawanda, là on était, c'est tout près de Brigade, pour ceux qui connaissent le quartier. Il n'y avait pas un endroit pour se cacher, parce que déjà ils disent qu'ils allaient se cacher dans la brousse, mais nous, il n'y avait pas la brousse, elle était la maison. Et là, l'ami de mon père a dit à papa, elle a dit, essaye de voir parmi tes enfants qui peut avoir plus ou moins l'image, le visage qui n'est pas fignolé. Mon père a dit, qui je peux choisir? Elle a dit, fais-le toi-même. Il a choisi mon petit frère, qui s'appelle Robert Mugabe, Rwanda. Il a dit, au moins je vais sauver celui-là, parce que je ne peux pas faire pour tout le monde. Vous êtes beaucoup. En plus, je ne peux pas quitter Kigali. Je ne peux même pas dépasser 5 mètres avec vous. Et là, mon père a dit, je ne pouvais rien faire de plus. Et comme on avait, soi-disant, la chance, si je peux appeler ça comme ça, dans le quartier de Nyamirambo, les gens ne nous connaissaient pas beaucoup. Parce qu'on venait déjà, nous, du Burundi, et papa qui avait quitté le Gikondo pour venir à Nyamirambo, là, les gens ne le connaissaient pas. Ils savaient que c'était un monsieur qui travaille à l'ambassade, qui est grand, mais sans plus. On ne savait pas, mais physiquement, on pouvait le savoir, hein, mais on ne savait pas être sûr et certain si vraiment il était Tutsi. Mais comme c'était dans un pays musulman aussi, pardon, dans le quartier de musulmans, là où on était, au début, ils respectaient des choses que j'appelle des sages. Là, on était chez monsieur, il s'est mis devant la porte de son parcelle. Il suppliait vraiment tous les intérêts qui passaient. Entre le 7 jusqu'à fin avril, elle disait de ne pas venir à nous faire du mal. Il donnait vraiment l'argent et mon père aussi donnait l'argent, tout ce qu'il pouvait. Mais malheureusement, ça n'a pas marché. À un certain moment,
les Interahamwe ont forcé sa parcelle, pardon. Ils ont forcé et ils ont pu rentrer chez nous. Et là, c'était vraiment fin avril, début mai. Ils ont pris seulement mon père. Elle lui a dit à Lucie, on va t'amener à la commune, c'est pour une petite interrogation, sans plus. Mais dis au revoir à tes enfants, on ne sait jamais. Et comme la chanson disait, lui au moins il a eu l'occasion de nous dire son dernier mot. Le dernier de mon père disait, mes enfants, soyez forts. Et là il est parti, je crois que c'est la dernière fois que je l'ai vu. Je ne sais pas si on l'a tué par une machette, si on l'a fusillé, ou si c'est les chiens qui l'ont mangé, mais on ne l'a jamais trouvé. On n'a jamais trouvé son cadavre. Et nous, on est restés dans la maison. Et comme je vous disais, la plupart des gens ne me connaissaient pas dans le quartier. Et la famille de Moussa faisait tout pour vraiment éviter que les gens rentrent chez eux. Et comme c'était un musulman qui avait des moyens financiers, il était respecté dans le quartier. Et à un certain moment, malheureusement, le Moussa a dû quitter le Kigali. Il a dû rentrer chez lui à Kangourou. Et là, on n'avait plus la protection. Mais en partant, il a pris mon petit frère, le père Mugabe, qu'il a confié à un de ses frères, qui lui a dit, au moins protège-lui, au moins la famille de Lusimbi ne sera pas effacée. Et on l'a amené jusqu'au Congo. Et il a pu revenir après. Et nous, on entendait, vraiment un jour, ça ressemblait à une nuit, pardon, à un mois, 3 jours, 4 jours, mais il ne revenait pas. Mais nous, on entendait qu'il revienne, qu'il vienne nous chercher, parce que de toute façon, on ne voyait pas un autre ici. Et ma mère, chaque fois, elle disait, mais pourquoi ils ne viennent pas? Pourquoi ils ne viennent pas? Parce qu'on était fatigués, on avait faim. On était là à attendre. Mais chaque fois qu'on entendait le bruit, ma mère disait, ah, ils arrivent. Mais ce n'était pas eux, ils arrivent. Jusqu'au jour où ce fameux 27 mai, pardon, oui, non, c'est 27 juin. Ça l'a fait vraiment, c'était presque vers le 4 juillet. Et là, il y a eu un groupe des Interahamwe qui sont venus chez nous. Ils nous ont demandé de sortir et de le suivre. Et ils nous ont amenés vers, comment c'est, Seguite, je crois qu'on appelle ça à l'époque Seguite, Nyakabanda. Et quand on arrivait à mi-chemin, de là où on nous a amenés, on a croisé d'autres familles où il n'y avait que les enfants et les femmes. Maintenant, c'est là où je me dis, parfois, peut-être qu'ils avaient déjà tué les hommes, comme on avait pris aussi mon père. Et quand on est arrivé à cet endroit, et il y a les Interahamwe ont commencé à je dirais le mot, j'utilise le mot se servir en fait. Ils ont commencé à prendre toutes les mamans, les jeunes femmes et les jeunes filles qui étaient dans le groupe. Et leur parole c'était: désolée. Si je fais la tradition littéraire, ça veut dire que pour eux, c'était la viande à être servie, à se servir. Ça veut dire que chacun prenait parmi nous, je manque le mot en fait pour exprimer, pour vous dire à quel point c'était si sauvage. Ils prenaient en fait des hommes, des filles, des petites filles, des femmes, et chacun se servait, prenait 2, 3, 4. Et moi, je faisais partie d'un des groupes. Et ils nous ont amenés dans leur maison. Et l'autre partie des Interahamwe ont continué avec mes petits frères. Ça veut dire que
les trois qui restaient, à part Robert qui était parti au Congo, il y avait mon frère aîné qui s'appelait Saint-Guiman Martin, qui avait 15 ans. Mon petit frère qui s'appelait Mounir Zéro Pascal, qui avait 6 ans. Il y avait mon petit frère aussi qui s'appelle Guillaume Egide, qui avait 5 ans. Et on les a conduits avec d'autres voisins. Et ma mère n'a pas été choisie. Parce que malheureusement, parce qu'elle ne mangeait pas, et elle était vraiment très très fatiguée et très faible. Je ne sais pas pourquoi on l'a choisie, pourtant c'était une très très belle femme. On l'a conduit vers la fosse commune. Je ne sais pas, en fait je dis la fosse commune, moi je sais d'imaginer où ils ont été parce que je ne les ai pas suivis. Est-ce qu'ils ont les amenés à la fosse commune? Est-ce qu'on les a battus au cours du chemin? Je ne sais pas parce que je ne les ai jamais trouvés. Et aussi pour les enterrer. Et là, quand on est arrivé dans leur maison, c'est là où le calvaire a commencé. Moi, on m'avait pris avec mes 3 cousines. Et là, c'est là qu'ils ont commencé à faire... c'est là qu'ils ont commencé à nous traiter comme les moins que rien. Apparemment, moi, j'ai pas la preuve, hein, et j'en avais pas, mais si je peux demander à tous les mamans qui étaient plus âgées à cette époque, apparemment, les Tutsis mettaient les rames rasoirs dans les parties intimes. Est-ce que c'était vrai? Je ne sais pas. C'est pas vrai? Je ne sais pas. Et là, ils ont commencé à nous mettre les extrémités de fusil dans nos parties intimes. Et quand tu es une jeune fille, maintenant je suis maman, je sais comment ça se passe, et quand tu es jeune fille, que tu as 14 ans, que tu n'as jamais de rapports sexuels, je vous dis, c'est une douleur atroce. Mais vraiment atroce. Et là, ils ont fait qu'est-ce qu'il fallait faire. Moi, je dirais que j'ai eu la chance. Je suis encore là, mais mes cousines n'ont pas survécu. Il y a une qui s'appelait France. Elle a tellement fait mal qu'elle a saigné. Que nous, on jaillissait dans ses seins à côté. Elle est morte. Désolée. Fatigué, c'est vrai. Désolée, je pensais être forte. Mais malheureusement, à Florence, elle est partie. Et les autres aussi sont décédés. Je suis la seule qui est sortie de là. Mais tellement il y avait des odeurs, des bruits, parce qu'ils continuaient à ramener les autres. Hein. J'étais la seule qui restait dans le groupe, mais ils continuaient à ramener les autres au fur et à mesure du temps. Et dans son malheur, comme je vous dis, j'ai eu vraiment la chance, je dirais. Il y a un des génocidaires, Nel Ramé, qui était là. Parce qu'on l'a ramené, c'était vers 18h, c'était la nuit. Et quelques jours après, il est revenu. Et quand il m'a vu, il m'a dit, mais tu es Monique, tu es la fille de tel, tu es le frère de tel. Apparemment, ce garçon avait été à l'école avec mon frère. Ils étaient ensemble à Save. Il m'a dit, mais je te connais. Je dis, mais tellement j'avais peur, je ne sais pas si j'ai dit oui ou non. Avec le temps, j'ai oublié les détails. À ce moment-là, il m'a dit, je vais essayer de te faire partie d'ici, mais ne dis jamais que c'était moi. Sincèrement, je m'appelle vraiment tous les détails. Avec le temps, il y a certaines choses qu'on souhaite oublier, même si on n'y arrive pas, c'est difficile. À ce moment-là, il a essayé de me faire partir, mais le plus grand problème a été de trouver où je pouvais aller. Parce qu'il a voulu me ramener dans la famille d'où je venais, là où on nous est venu nous prendre à la maison. Ça veut dire que tous les gens autour,
ils ont refusé de me reprendre. Mais avec du recul, je ne les en vais pas parce que je me dis, si ils avaient peur pour leur sécurité, s'ils m'avaient repris, peut-être qu'on leur aurait dû aussi attaquer malgré qu'ils étaient Hutus. Parce qu'à un certain moment, ils ont commencé à tout faire dans tous les sens. Et là, par chance, il y a une ancienne de nos, j'aime pas utiliser le mot, une ancienne de nos domestiques qui a croisé par hasard ce jeune en lui demandant si parmi les gens de la famille de Lucimbi, il y en a un qui est resté ou sont tous morts. Elle lui a dit qu'il y avait une fille qui restait, mais il ne savait pas où l'amener et que ça devenait vraiment très urgent. Et la domestique a dit non, tu peux la ramener chez moi. Sa mère a été une maman pour nous. C'était vraiment une deuxième famille. C'est à partir de là que j'ai su quitter cet endroit. Je me suis cachée chez cette femme. Je ne sais pas si je me cachais. Hein. Cette femme m'a gardée jusqu'à ce que l'armée FPR sont venus nous retrouver. C'est à partir de là que vraiment je me suis dit, enfin, la vie commence. Mais en revenant à cette histoire de quand les FPR sont venus nous prendre là où on était cachés, pour les rescapés, je crois que pour nous l'uniforme, ça ne représentait pas la sécurité, ça représentait la terreur. Ça m'a pris vraiment du temps pour que je puisse accepter qu'ils me le reprennent. Pour moi, je pensais vraiment que c'est des génocidaires qui revenaient me reprendre. Et ils nous ont ramenés dans un cas où ils amenaient tous les rescapés et tous les gens aussi qui acceptaient d'être mis en épargne. Et j'ai perdu mes idées, désolée. Après, c'est quand on est arrivé dans un cas de réfugiés, c'était dans une école secondaire à Nyamilambo, à Saint-André. Nous, on n'avait personne. On n'avait pas de la famille. Je dis tous les enfants rescapés qui étaient la majorité n'avaient pas de famille. J'ai commencé à me demander, même si on doit sortir, je dois aller où? Mais par chance, en sortant de là, il y a une partie de ma famille qui vivait une partie de la famille de mon père qui vivait au Congo, l'ancienne Zaïre. Ils nous ont repris en charge, moi et mon petit frère. Et c'est là que la deuxième vie, notre vie a recommencé. Même si tout n'était pas rose, c'était difficile à surmonter tout ce qui venait juste d'arriver. Mais grâce à eux, on a failli oublier qu'on était orphelins. Même si on n'oublie pas ce qui s'est passé, aucun rescapé vous dirait qu'il oublie. On apprend à vivre avec. Et pour nous, le 7, pour vous, c'est un jour de se rappeler qu'il y a eu un génocide. Mais pour nous, c'est tous les jours. Même si on est bien, même si tout va bien, mais il y a un moment dans la journée où on y pense, sans que le veuille. C'est un exemple bête. Pour vous, quand vous avez les fêtes de maman, et nous, qu'est-ce qu'on fait? On aimerait bien acheter le bouquet de fleurs envoyé. Et quand on passe un petit tour à Matongé, vous qui connaissez le quartier africain, là, il y a plein de tissus africains. Nous, on aimerait bien les acheter aussi pour nos mères. Et quand on accouche, on aimerait aussi qu'ils soient là. C'est vous dire qu'on n'oublie pas, mais on vit avec. Témoigner, c'est pas facile. Se mettre en nu devant les autres, mais on veut que ça ne se répète plus. Qu'il n'y ait aucune personne qui en souffre. Parce que pour certaines, ça a duré 100 jours. Mais pour nous, c'est une éternité. C'est 28 après, mais on le vit comme c'était hier. On se rappelle des couleurs, des odeurs, des paroles, mais tous les détails.
Mais tout. On vit que le monde, la prochaine fois, n'attend plus. Qu'il y a autant de morts qu'il y a autant de jours. S'il vous plaît, n'attendez plus. Mais tout n'est plus négatif. Hein. Après le génocide, j'ai eu la chance, comme je vous dis, d'être adoptée par notre famille qui est venue de Kinshasa. Ils nous ont offert vraiment le confort. Ils nous ont permis d'aller à l'école. Moi et mon petit frère. Et moi, à un certain moment, je suis venue aussi en Europe. Mais il y a eu un petit parenthèse, malheureusement, qui a fait souffrir ma famille jusqu'à aujourd'hui. Comme je vous ai dit qu'on m'a violée, j'ai hérité un cadeau de la guerre. C'est une plaie qui ne se voit pas. Mais je vis et je marche avec. Malheureusement, je suis devenue séropositive à cause de ça. Aujourd'hui, je témoigne, c'est pour parler vraiment au nom de toutes les femmes et tous les mamans qui souffrent en silence. Je sais qu'il y en a beaucoup, même ici dans la salle. Même si vous pensez que je ne vous connaissais pas, la plupart je les croise à l'hôpital. Mais je sais que ce n'est pas une vie de courtoisie. Je sais que vous en souffrez. Mais sachez que vous n'êtes pas seul. Quand je suis venue en Belgique, je me suis fait vraiment la promesse d'avancer et de faire tout mon possible pour que ma famille, qui soit au Rwanda ou ici, même là-haut, qui sera fière de moi. Et je demandais à mon frère de faire aussi la même promesse. Comme disait le dernier mot de ma mère, elle nous a dit, je vais le dire en Kinyarwanda, je vais te l'interpréter si j'arrive. Elle a dit, bana wanjye, muzirinde umugayo, muzabe intwari. Ndabinginze, muzafashe abantu bose, kandi muzabane na bose. Cyane cyane abakene, ntimukajye mubibagirwa. Tu vas essayer d'interpréter. Mes enfants, soyez des braves. Et que vous puissiez éviter tout ce qui est umugayo. Oui. Soyez intègres, en tout cas, qu'on puisse pas vous reprocher, en effet, de ne pas être dans la droiture, si je peux dire. Et puis, que vous puissiez vivre avec tout le monde et que vous puissiez surtout aider les pauvres. Il ne faut pas délaisser les pauvres. Merci. C'est plus ça. Maintenant, comme je dirais personne ne dirait que tout est rose, mais ce n'est plus noir et c'est beaucoup plus vers le positif. Maintenant, je suis une infirmière diplômée d'ici en Belgique. Je suis une maman de 4 enfants. Bravo. Ce n'est pas me vanter. Je suis désolée, mais ne le prenez pas mal. Je sais pourquoi je vais le dire. Je suis aussi propriétaire. Pourquoi je vous le dis? Parce que quand je suis venue ici en Belgique, je me suis promis. Parce que j'ai vu tous les maisons de mon père. Je crois qu'Ernest était occupé à me parler de ça. Il le connaissait. On avait tout rasé. Mais quand je vous dis raser, c'est raser. Hein. Même les arbres d'avocats, de papaye, ils ont tout coupé. Mais tout. Et là, je me suis dit, mon Dieu, quand je le saurai, au moins je vais acheter une maison et Ramonut ou Sana Monique, la fille de Lucie Nicom.
et Denis Jean pour honorer le nom de mon père et de ma mère. Merci de m'avoir écouté. Je suis désolée, je me suis mélangée. Et c'est pas facile de résumer nos histoires en 25 minutes ou 30 minutes. Et je tiens à remercier l'ambassade qui m'a fait confiance et aussi à tous mes frères et sœurs escapés. Je sais de quoi vous souffrez. Voilà, cause. Merci.